Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire consacré à la gestion du sclérotinia en culture légumière, cette maladie qui impacte significativement nos systèmes de culture. Donc le sclérotinia, il est causé par les champignons Sclerotinia, Sclerothurium et Sclerotinia minor. C'est l'une des principales préoccupations des agriculteurs et il est bien essentiel de comprendre ces mécanismes et d'adopter des stratégies efficaces pour le contrôler. Donc, je m'appelle Benoît Delfour, je suis responsable support technique pour la société L'Allemand Plantcare. Et avec ma collègue Muriel Branle, chargée de support technique, on va assurer la présentation de ce webinaire. Donc, au cours de cette session, nous allons aborder différents points. Muriel, tu peux changer de slide. Donc, d'abord, en introduction, je vous rappellerai succinctement qui est la société L'Allemand Plantcare et j'aborderai aussi quelques éléments de contexte et notamment le cycle biologique de ces pathogènes. L'objectif sera de vous rappeler l'importance du sclérotinia dans les cultures légumières et comment sa présence peut affecter les rendements. Donc on discutera également des moyens de reconnaissance et du cycle de vie du champignon. Ensuite, j'aborderai les différentes stratégies de lutte, parce qu'en effet, face à l'absence de solutions curatives, on va aborder les approches préventives pour gérer cette maladie et on verra quels sont les différents leviers qui permettent de réduire l'impact de cette maladie sur nos cultures. Et puis enfin, on verra comment l'Allemand Plantcare s'insère parfaitement dans la gestion durable de cette maladie avec une solution de biocontrôle, le Lalstop Contance WG. Donc, je vous encourage à poser toutes vos questions au long de ce webinaire. Notre objectif, c'est vraiment de partager des connaissances et d'encourager des échanges fructueux. Pour information, comme vous pouvez le voir à l'écran sur la diapositive, vos micros et caméras ils sont automatiquement coupés, mais vous pouvez tout de même poser l'ensemble de vos questions dans la section qui est dédiée sur la partie haute de l'application Teams de votre écran. Donc comme vous pouvez le voir, il y a un petit logo QR qui vous explique un peu la démarche à suivre pour poser vos questions, que nous publierons ensuite. La session elle devrait durer entre 25 et 30 minutes et en fonction du temps imparti, on prendra un peu de ce temps pour répondre aux questions qui auront été posées. Donc pour information, cette session elle est enregistrée et on vous enverra l'enregistrement à l'issue de la présentation. Donc comme évoqué précédemment, ce webinaire il est organisé par la société L'Allemand Plantcare. Et nous sommes une société canadienne qui est spécialisée dans la production et dans la distribution de micro-organismes. Alors à destination du monde agricole, on concentre nos efforts sur la fourniture de biosolutions, principalement des biopesticides et des biostimulants, qui sont formulés exclusivement à partir de micro-organismes. Alors ces micro-organismes qui sont des levures, des bactéries et des champignons, nous permettent de formuler différentes solutions, mais on utilise aussi leurs dérivés. Donc je vous remercie d'être présent et je vous souhaite une session enrichissante. Donc le sclérotinia, qu'on appelle aussi pourriture blanche, c'est une maladie très commune de nos systèmes agricoles sur le plan mondial et elle est causée par plusieurs champignons du genre sclérotinia. Mais on va s'intéresser aujourd'hui principalement à deux espèces que sont Sclerotinia sclerothurium et Sclerotinia minor. Ces deux espèces elles sont extrêmement polyphages et elles peuvent s'attaquer à plus de 400 espèces sensibles. Le Sclerotinia minor, lui, s'attaque principalement aux salades, aux chicorées et aux endives, alors que le Sclerotinia sclerothurium, il se rencontre sur l'ensemble des cultures à l'exception des graminées et des aliacées. Les cultures industrielles comme le haricot, le pois, la carotte, elles peuvent être particulièrement affectées. Ce qui est important, c'est que les pertes engendrées par ces attaques peuvent être très importantes, notamment sur les parcelles où sont succédées plusieurs cultures sensibles, année après année. Et ces pertes, lors de fortes attaques, elles peuvent se traduire par des déclassements de récoltes qui engendrent des pertes économiques majeures pour les producteurs. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a quelques photos de symptômes qui sont caractéristiques de la pourriture blanche ou du sclérotinia. Donc, sur la partie gauche, sur haricots ou pois, le sclérotinia, il surgit souvent dès la floraison. Donc, ce sont des taches de forme irrégulière qui apparaissent sur les différents organes de la plante. Et le développement de ces taches, il se fait sous l'apparence d'un mycélium blanc et cotonneux. Et l'évolution, elle peut être extrêmement rapide et entraîner un dépérissement partiel à total de la plante. Sur salade ou laitue, la contamination, elle débute sur les feuilles les plus âgées, en contact avec le sol et le plus souvent sénescente. Et il apparaît d'abord une pourriture humide de couleur marron clair qui va progresser rapidement, parfois en moins de 2 jours, le long des nervures centrales jusqu'au collet, jusqu'au cœur de la salade. Et les plantes attaquées vont flétrir brusquement parce que ce collet justement pourrit complètement. Et ensuite, le mycélium blanc et cotonneux, qui est caractéristique, il apparaît sur ces tissus affectés. Il faut faire attention parce qu'il est parfois confondu avec le botrytis.
En effet, ces deux genres, ils sont très proches et ils se sont souvent aussi associés sur les pourritures du collet. Mais à la différence du sclérotinia, le développement du botrytis, il est moins rapide et les tissus affectés, ils vont avoir le temps de réagir aux attaques. Donc on peut souvent distinguer des colorations rougeâtres sur le bord des lésions. Et de plus, le mycélium du botrytis, il est grisé, contrairement à celui du sclérotinia qui, comme je le disais, il est vraiment bien blanc. Donc, au fil des années, les producteurs ils ont fait face à une augmentation de la pression exercée par le sclérotinia et un développement de plus en plus important des épidémies. Donc, malgré la mise en œuvre de stratégies de protection, cette pression sclérotinia persiste. Et notamment en 2023 ou l'année dernière, donc, les conditions elles ont pu être très favorables, et ce dans de nombreuses régions françaises. Donc ces conditions météo estivales, elles ont conduit à des dégâts très importants et il nous a été rapporté de fortes pertes en production, notamment sur culture de haricots et flageolets sur les zones bretonnes et les Hauts-de-France. Donc pour faire face à cette maladie et envisager des méthodes de prévention et de lutte adaptées, un prérequis qui est très important, c'est de bien comprendre le cycle et les conditions de développement du pathogène. Et c'est ce qu'on va voir dans la diapositive suivante. Donc, vous avez à l'écran, notamment sur la partie gauche, une représentation schématique du cycle de Sclerotinia sclerotirum. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a deux voies de contamination possibles. Mais le point commun à ces deux modes d'infection sont les sclérotes, qui constituent le point de départ de la maladie. Ils sont schématisés sur le petit 1 qu'il y a au niveau du cycle. Donc, le sclérote, c'est la forme de conservation du pathogène. C'est en fait un amas d'if qui constitue une masse noire et dure et qui contient de la mélanine. Cette structure elle va la protéger des agressions extérieures et lui permet une survie de 5 à 10 ans, donc qui peut aller jusqu'à 10 ans dans le sol. Vous avez d'ailleurs sur la partie droite de l'écran une photo des sclérotes de Sclerotinia sclerotirum. Et donc, selon les conditions environnementales, les sclérotes elles vont germer soit de façon asexuée, donc ça c'est la voie de contamination mycélienne, qui est représentée par le cercle extérieur du schéma, ou soit de façon sexuée, donc c'est ce qu'on appelle la voie carpogénique, qui elle est représentée par le cercle intérieur du schéma. Cette dernière voie, elle va conduire à la formation d'apothéties à la surface du sol. Et ce qu'il est important de noter, c'est que seuls les sclérotes qui sont situés dans les premiers centimètres du sol, ils sont en capacité de germer et de produire ces apothéties. Les apothéties, elles vont ensuite libérer des millions d'ascospores à l'échelle de la parcelle. Et ces ascospores peuvent survivre jusqu'à 20 jours lorsque la température leur est optimale, donc entre 15 et 20 degrés. Ces ascospores, lorsqu'ils sont projetés, ils vont être ensuite en capacité de germer lorsqu'ils vont atteindre les organes sensibles de la culture. Donc par exemple sur haricots, ou sur d'ailleurs de nombreuses autres cultures, sont les fleurs matures ou sénescentes, mais aussi les tissus nécrosés. Donc pour ça, il faut que l'humidité soit constante sur plusieurs jours, mais ça veut dire aussi que l'infection peut avoir lieu avant la floraison. Donc, après cette infection primaire, les premiers symptômes vont apparaître comme je les ai décrits précédemment, et puis en fin de cycle, de nouveaux sclérotes vont se former dans ou sur les tissus affectés, ce qui va réalimenter le stock d'inoculum, donc le stock de sclérotes au niveau de la parcelle. Cette première voie de contamination décrite, donc elle est bien sûr conditionnée par les conditions environnementales. Il faut de l'humidité et de la température. Lorsque ces conditions sont plus sèches et que cette germination sexuée, donc la voie de contamination aérienne, n'est pas possible, les sclérotes elles peuvent emprunter une autre voie pour infecter la culture, donc c'est la voie mycélienne. C'est ce qu'on voit sur la partie gauche. Donc cette voie mycélienne, les sclérotes, elles vont être proches du collet ou du pivot, elles vont germer et elles vont infecter la culture par ce même pivot ou les racines qui sont proches du collet. Et ensuite, le mycélium, il va se développer sur les tissus affectés et ça va conduire là encore à la formation de nouveaux sclérotes qui vont là aussi renouveler le stock d'inoculum à la parcelle. Donc on vient de voir ce qu'était le cycle biologique du Sclerotinia sclerotirum. Celui de Sclerotinia minor, il est relativement similaire, à la différence que ce cycle il est quasiment exclusivement réalisé par la voie mycélienne. Il y a une autre importance majeure qui réside dans la différence entre le Sclerotinia minor et le Sclerotium, c'est la taille et le nombre de sclérotes. Les sclérotes du Sclerotinia sclerotirum sont de taille plus importante. Ils vont mesurer entre 2 et 20 mm, alors que ceux qui sont produits par le Sclerotinia minor sont bien plus petits,
On considère en moyenne entre 0,5 et 2 mm. Un autre point qui est très important dans les méthodes de lutte, qu'on verra après, c'est la quantité des sclérotes formées. Le Sclerotinia scleroturum peut former jusqu'à une dizaine de sclérotes par plante, alors que le minor, il peut en former plusieurs milliers. Il a été rapporté jusqu'à plus de 12 000 sclérotes formées sur une même plante. Donc moi j'aimerais conclure cette diapositive par un point d'importance, c'est la corrélation positive qui est observée entre la quantité de sclérotes à la parcelle et l'intensité de la maladie. Donc c'est un critère d'importance que je vais approfondir après dans les méthodes de lutte qu'on va voir dans la diapositive suivante. Donc à l'écran, vous voyez qu'il y a différents leviers qui peuvent être combinés pour prévenir ou pour diminuer l'impact de la maladie sur la culture sensible à venir. Mais en somme, elle se résume à plusieurs éléments. Le premier, c'est la réduction de la quantité d'inoculum dans le sol, mais aussi la limitation de la sensibilité de la culture à la maladie et à l'utilisation de techniques qui vont rendre les conditions météorologiques ou microclimatiques moins favorables au développement du pathogène. Donc il y a bien sûr un levier majeur qui pourrait être utilisé, c'est la génétique, donc la résistance variétale qui est représentée en haut à droite du schéma. Mais cette utilisation de variétés tolérantes ou résistantes, elle est aujourd'hui disponible seulement en culture de colza et en culture légumière, à ce jour, elles ne sont pas disponibles. Donc, dans l'attente de la mise en œuvre possible de ce levier majeur, il faut avoir recours à d'autres leviers et à d'autres mesures de prophylaxie. Donc, un des principaux leviers réside dans le choix de la parcelle. L'objectif, c'est de positionner sa culture sur une parcelle avec un moindre stock d'inoculum. Donc, pour ce faire, on peut consigner soigneusement d'année en année au sein de la rotation les observations de Sclerotinia et du coup raisonner l'implantation de la culture sensible pour en diminuer le risque de l'année N. Il y a un autre point qui est important, c'est l'itinéraire technique qui va être mis en œuvre, qui lui aussi sera stratégique, que ce soit en termes d'implantation de la culture, donc la densité, de la gestion de la fertilisation, mais aussi de la maîtrise des adventices et de l'irrigation. En effet, une bonne gestion de la densité de culture, elle aura pour objectif de ne pas la surdensifier. Là, ce qu'on visera, c'est la bonne circulation de l'air entre les pieds au sein de la canopée et surtout de permettre un séchage optimal de cette canopée et donc de limiter les conditions qui seraient favorables au développement du pathogène. Dans cette même logique, la gestion de la fertilisation permettra de ne pas favoriser cet excès de végétation qui, comme le point précédent, il permettra de limiter les conditions de développement favorables au Sclerotinia, mais aussi l'appétence de la culture pour cette maladie. Donc, un point important pour la fertilisation, c'est de noter que ce raisonnement il doit se porter finalement sur l'ensemble de la rotation, pas seulement l'année N, donc sur les cultures précédentes à cette échelle globale de la rotation. L'irrigation et la qualité des herbages, elles sont aussi deux points clés. Là, il y a deux objectifs. Le premier, c'est de s'assurer que l'intensité et la quantité d'eau apportée permettent au feuillage de sécher avant la nuit, donc de réduire la fréquence des tours d'eau en période de projection des ascospores, permettra de diminuer significativement les conditions favorables à l'infection des organes sensibles de la culture. Le deuxième objectif dans cette gestion des adventices, il permettra de limiter d'une part un microclimat humide au sein de la canopée, qui serait favorable aux pathogènes, mais aussi, un point qui est assez important, c'est que les adventices, comme je le disais précédemment, les Sclerotinia sont très polyphages, donc elles peuvent elles aussi être sensibles aux Sclerotinia, et donc de servir de relais dans la maladie et finalement dans la reproduction de mycélium et d'ascospores, etc., etc. Puis enfin, pour conclure sur la partie mesure de prophylaxie, l'objectif final, c'est donc de pallier à la longue survie des sclérotes dans le sol. Donc là, un allongement de la rotation, tout en évitant les cultures sensibles, bien sûr, permettra de diminuer significativement cette quantité d'inoculum et donc le risque au moment de l'implantation de la culture sensible. Alors malheureusement, malgré la mise en œuvre de l'ensemble de ces leviers, généralement la lutte en cours de cycle elle reste indispensable et donc c'est ce qu'on va voir dans la diapositive suivante. Donc c'est ce qui est représenté par ce schéma ici, avec comme objectif global, finalement, la protection des organes sensibles. Donc, prendre un exemple sur haricots, l'objectif, ça va être de protéger
la lutte chimique, notamment, elle se résonne au moment de la floraison, donc pour protéger la fleur, la pétale, qui est le point de départ de l'infection et de la germination des ascospores. Donc aujourd'hui, pour le bon positionnement des traitements, il existe plusieurs outils, notamment des OAD, donc des outils d'aide à la décision, qui vont permettre un bon positionnement des différentes spécialités en fonction de plusieurs critères, notamment le niveau de pression de la maladie, en fonction de l'historique de la culture, mais surtout des conditions météorologiques au moment de la floraison. Donc, à ce jour, il reste malgré tout disponible un certain nombre de spécialités chimiques sur le marché, donc des familles qui sont utilisables et efficaces contre les différents sclérotinia. Mais il reste tout de même important de bien raisonner leur utilisation. Et là, l'objectif, quand je dis bien utiliser, bien raisonner, c'est l'alternance des modes d'action. Pourquoi ? Pour pérenniser leur usage. L'objectif, ça va être la gestion des résistances, qui d'ailleurs sont déjà observées sur le territoire à différentes familles chimiques, notamment les SDHI. Bon, alors ces résistances, elles ne sont pas forcément systématiques, mais on commence tout de même à observer, alors là aussi sur colza, des dérives ou du moins une érosion de l'efficacité dans les programmes de lutte. Donc au-delà des produits phytopharmaceutiques de synthèse, donc des produits chimiques, il existe aussi plusieurs fongicides de biocontrôle qui sont homologués en France sur le sclérotinia. Et dans la même logique que les produits de synthèse, eux, ils ont vocation à limiter les infections primaires ou secondaires en protégeant les organes sensibles. Malheureusement, leur efficacité elle peut s'avérer aujourd'hui variable, et c'est pour ça que je souhaiterais vous rappeler l'existence d'un outil majeur dans la slide suivante. Donc chez l'Allemand Plant Care, on développe finalement la seule solution sur le marché qui permet une approche préventive de la maladie et qui cible directement les sclérotes. Donc comme je le disais précédemment, le point de départ de la maladie et qui est surtout très corrélé, donc le niveau de sclérote, au niveau d'infection et au niveau de risque possible sur l'implantation de la culture en année N. Donc ce produit, c'est l'Alstop Contents, qui est formulé à partir d'un champignon spécialisé dans la paratisation des sclérotes. Et ce champignon, c'est le Conotyrium minitans. Donc je laisse la parole à ma collègue Muriel, qui va vous présenter un peu plus en détail les bénéfices et les conditions d'utilisation de ce produit. Merci Benoît, bonjour à tous. Alors, qu'est-ce que l'Alstop Contents WG ? Donc c'est un champignon, il est sous forme de spores. Les spores de l'Alstop Contents doivent entrer en contact avec les sclérotes. Donc ces spores, elles vont germer et former du mycélium autour des sclérotes. Ce contact, il a lieu dans les 10 premiers centimètres du sol. Donc l'Alstop Contents, par des processus biochimiques, il va dégrader les parois cellulaires des sclérotes et les parasiter. Vous avez à l'écran deux photos à droite qui représentent cette opération de parasitisme des sclérotes par l'Alstop Contents. Vous avez aussi d'autres photos en bas de l'écran. Une photo de sclérote témoin non traité où vous voyez l'intérieur du sclérote qui est bien blanc, donc le sclérote il est bien vivant. Et vous avez une photo qui représente des sclérotes qui ont été parasités par le l'Alstop Contents et vous voyez que l'intérieur est brun. Donc ces sclérotes, quand ils sont bruns, en fait, c'est synonyme qu'ils sont morts. Donc ces sclérotes qui sont morts, en fait, ils ne peuvent pas donner naissance ni à du mycélium, ni à des fructifications qu'on appelle les apotacies et dont Benoît parlait précédemment. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est un process qui prend un certain temps. La destruction totale, elle prend entre 6 et 12 semaines. Il faut une humidité suffisante dans le sol et une température qui se situe entre 12 et 25 degrés, en sachant que l'optimum, il est autour de 20 degrés. Donc, le l'Alstop Contents, il agit directement sur le potentiel infectieux en parasitant les sclérotes. Comment utiliser le l'Alstop Contents ? À quel moment dois-je intervenir ? Donc vous voyez à l'écran une frise d'une culture fictive, théorique, qui part sur la gauche soit d'un semis ou d'une plantation jusqu'à la récolte. Donc vous avez tous les stades de développement végétatif jusqu'à la récolte. Donc on a plusieurs options pour positionner le l'Alstop Contents. La première, c'est celle à 4 kg hectare en pré-semi-plantation.
Alors celle-ci, elle est plutôt adaptée au sclérotinia minor. Benoît l'évoquait précédemment, c'est une espèce de sclérotinia qui produit de très nombreuses sclérotes et qui attaque uniquement le collet des salades. Donc augmenter la dose de l'Al-stop contents, c'est justifié face à de très nombreuses sclérotes présentes dans le sol. L'autre option, c'est de fractionner le l'Al-stop contents en 2 apports de 2 kg chacun, donc l'un en pré-semi-plantation et l'autre en post-récolte. Le post-récolte va permettre de toucher des sclérotes nouvellement formées et ainsi diminuer l'inoculum du sol dans les années futures. Il faut aussi avoir en tête la rotation des cultures à la parcelle, avec une succession d'espèces qui sont plus ou moins sensibles, des historiques sclérotinia qui sont plus ou moins marqués selon les années. À chaque fois que l'on va préparer le sol, on va remettre en surface des sclérotes qui étaient déjà présents, qui sont hérités des années passées, et qui seront source d'un nouvel inoculum pour la nouvelle culture qui va être mise en place. C'est pourquoi il faut envisager d'appliquer le l'Al-stop contents de manière régulière, avec des apports répétés dans le temps, et répétés aussi dans la rotation des cultures. Dans tous les cas, on a besoin d'incorporer le l'Al-stop contents pour mettre en contact les spores avec les sclérotes. Donc le l'Al-stop contents s'applique par une pulvérisation au sol, avec une incorporation superficielle. Alors cette incorporation superficielle, elle peut être effectuée par un léger travail du sol, avec notamment un outil, un cover crop par exemple. Donc ça va permettre de positionner le l'Al-stop contents. On peut aussi avoir recours après pulvérisation à une irrigation. Alors ça peut être une irrigation ou une pluie de 15 mm. L'irrigation ou la pluie permettront aussi d'incorporer le l'Al-stop contents dans les premiers centimètres du sol. Alors voyons désormais quelle est l'efficacité de l'Al-stop contents. Alors cette diapo, elle illustre de manière simple et visuelle le positionnement et la dose et l'efficacité du l'Al-stop contents dans différents contextes, à partir de quelques exemples d'essais sur le terrain. Si on prend la première situation, vous avez une succession de 2 cultures de salade, donc l'une après l'autre. Pour chacune d'entre elles, vous avez l'utilisation du l'Al-stop contents à 2 kg hectares pour chacune avant plantation. On voit que dans ce cadre-là, l'utilisation du l'Al-stop contents donne 65% d'efficacité contre la maladie. Si on prend un deuxième exemple, vous avez une culture de salade, une seule, mais cette fois-ci, on utilise le l'Al-stop contents à la dose de 4 kg hectares avant plantation. Dans cet essai-là, le l'Al-stop contents montre une efficacité de 78% et il est comparé à une référence chimique et vous voyez que la référence chimique est efficace à hauteur de 83%. Donc 78 et 83% sont des chiffres relativement proches, donc en fait on a des efficacités équivalentes dans ce cadre-là. Et enfin, dernier exemple, on prend une culture de carottes avec une application de l'Al-stop contents à 2 kg hectares en post-émergence. Dans ce cadre-là, on voit que le l'Al-stop contents est efficace à hauteur de 33%. On voit que la référence chimique, elle est efficace à hauteur de 44%. Et ce qui est intéressant de regarder, en fait, c'est le dernier chiffre, puisque, en fait, on a 61% d'efficacité quand on combine à la fois les 2 outils, c'est-à-dire le l'Al-stop contents et la référence chimique. Ce qui est important alors, les chiffres, en dehors de la valeur absolue, là, dans cet essai-là, en fait, on était sur une parcelle avec une forte pression de sclérotinia, et que dans ce cadre-là, le positionnement en post-émergence sur la culture de carottes était sans doute peut-être le positionnement qui n'était pas le plus adapté, puisqu'en fait, le l'Al-stop contents n'a pas eu tout le temps de faire son travail. Donc ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que on peut combiner les leviers pour gérer le risque de la maladie et diminuer les symptômes sur la culture. Alors, en termes de perspective sur cette problématique,
la société Lallemand développe et propose et développe des outils pour mieux appréhender la quantification de l'inoculum dans le sol. Alors, le premier outil, c'est le scléromap. Donc, c'est un système de cartographie, en fait, où on cherche à cibler les parcelles à risque. Donc, c'est basé sur l'historique parcellaire. Donc, vous voyez à l'écran différents carrés, rectangles et autres formes de différentes couleurs. Quand vous voyez du rouge, et ben en fait, clairement, ce sont des parcelles qui sont identifiées à risque fort en sclérotinia. En parallèle de ça, on développe aussi un outil qui s'appelle le sclérodiag. Donc on cherche à mesurer le nombre de sclérotes dans un volume de sol, à partir d'un prélèvement de sol. Et sur cet outil-là en particulier, on a des travaux en cours pour interpréter en fait les résultats entre les mesures au laboratoire et l'expression de la maladie à la parcelle. Alors que faut-il retenir de cette présentation ? Donc le sclérotinia, ou plutôt les sclérotinias, sont des pathogènes majeurs au plan mondial qui s'attaquent à de très nombreuses cultures. On l'a vu, particulièrement sur les espèces légumières, mais pas seulement, parce qu'on parlait aussi des grandes cultures avec le colza notamment. La gestion du risque et la lutte s'organisent autour de 3 pôles de méthodes, qui sont les outils prophylactiques, la lutte chimique et la lutte biologique. Le Lal-Stop Contents, c'est le seul moyen connu et autorisé pour détruire les sclérotes dans le sol. Il permet d'assainir les parcelles contaminées et de diminuer la pression du sclérotinia sur les cultures sensibles. Son utilisation contribue à limiter les risques en cours de culture et conduit à raisonner la protection fongicide. L'emploi du Lal-Stop Contents se raisonne dans la durée et s'utilise de plusieurs manières. On l'a vu qu'il pouvait s'utiliser à la fois en pré-semi-plantation ou sur les résidus de culture. On peut aussi fractionner les doses selon la succession culturale et l'historique de la parcelle. Donc il s'utilise sur de très nombreuses cultures. C'est un produit sans résidus, à faible risque, et sur la liste des produits de biocontrôle. Alors pour en savoir plus, vous avez différents QR codes à l'image. Alors sur la gauche, vous aurez des QR codes qui vous donneront les liens pour aller sur YouTube pour pouvoir visionner un certain nombre de vidéos sur le sclérotinia et sur l'Lal-Stop Contents. À droite, vous avez un lien QR code vers notre K-Center, donc nos Knowledge Center, pour aller plus loin dans l'information sur le sclérotinia. Vous avez aussi à l'écran nos adresses mail respectives à Benoît et moi. Alors, cette présentation se termine. Je voulais vous remercier pour votre participation active. Et puis, je repasse la main à Benoît pour la partie questions et dans la section Q&R. Merci à vous. Merci Muriel. Donc, comme tu le disais, la présentation est terminée. Donc, il y a eu une question dans le chat auquel j'ai pu répondre. Il nous reste 2 petites minutes et moi j'aurais aimé adresser juste pour compléter, vu qu'il n'y a pas eu beaucoup de questions, mais on est souvent sollicité sur certains points que j'aimerais aborder. Le premier étant la compatibilité du Lal-Stop Contents en mélange avec les applications d'herbicides ou d'autres produits de synthèse. Et pour répondre à ces questions-là, moi je voulais vous tenir informé qu'on avait une base de données de compatibilité très exhaustive du produit en mélange. Et pour y accéder, moi je vous contacte à nous écrire ou à contacter votre interlocuteur distributeur ou l'allemand Plantcare localement qui pourra vous transmettre l'information de ces informations. Et puis un dernier point qui me paraît aussi stratégique, il concerne les conditions d'incorporation du produit et notamment le délai entre l'application du Contents et son incorporation. Donc notre positionnement, c'est que le produit doit être incorporé donc, dans les 5 à 8 premiers centimètres du sol pour cibler ces sclérotes qui vont potentiellement attaquer la culture lanéenne, et ce, le plus rapidement après l'application. Mais toutefois, on a pu démontrer lors d'un essai dans des conditions de forte sécheresse et de température élevée que le Contents incorporé 2 mois après l'application au sol, il montrait un taux de survie du champignon, donc du Conotherium militans, de quasiment 75%. Et que après incorporation, ça permettait de s'amener à une efficacité liée à 90%
importante destruction des sclérotes. Donc moi je voulais mettre l'accent sur ce point-là, sur la flexibilité finalement d'utilisation du produit, notamment dans la gestion de l'incorporation. La session est maintenant terminée, donc je voulais vous remercier pour votre attention et je voulais vous souhaiter un très bon après-midi. Au revoir. Merci, au revoir.